Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard, ravi d'être là. Il y a un sujet sur lequel j'avais vraiment envie de discuter avec toi, c'est sur la valeur de l'or, et après on va en venir à l'argent, au cuivre, etc. Tu as démontré, et on va y venir, que l'or a la valeur de l'énergie, il suit la valeur de l'énergie. Ouais. Et pour autant, l'or, ça n'est pas de l'énergie. Si je te donne un lingot d'or, tu vas essayer de le mettre dans ta bagnole, ça va pas le faire rouler. On peut pas extraire autant d'énergie d'un lingot d'or chimiquement, physiquement, qu'on peut extraire d'énergie si on le vend ou qu'on achète sur les marchés. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de, moi, ce que j'appelle une monnaie confiance, qui va transmettre la valeur de l'énergie alors que ça n'en est pas? Bon, alors, déjà, tu dis que ça n'en est pas. Il a fallu quand même beaucoup d'énergie pour l'extraire. Et d'ailleurs, l'or, c'est le métal qui demande le plus d'énergie pour être extrait. Donc, en gros, pour extraire 1 gramme de métal d'or, il faut aller gratter 1 tonne de minerai. Bon, alors, on voit que quand même, il y a du boulot derrière. Bon. Et puis, en plus, je crois qu'il faut à peu près 400 ou 500 fois plus d'énergie que pour aller, par exemple, chercher du cuivre. Donc, et puis gratter la terre, c'est un truc, mais après, il faut la traiter. Ensuite, il faut la traiter, il faut le purifier. Bon. Donc, on est quand même... L'or, c'est le métal qui consomme le plus d'énergie pour être purifié, extrait et purifié. Donc, il y a de l'énergie, comme tu disais, qui est utilisée, qui est consommée pour avoir ça. Donc, on peut dire... c'est au moment où on l'a extrait, c'est de l'énergie en barre. Mais une énergie qui ne sert strictement à rien. C'est un peu comme la pompe des Shadocks. Hein. C'est pas parce qu'ils ont passé beaucoup d'énergie à pomper que la pompe vaut quelque chose. Oui, mais quand tu dis ce n'est pas de l'énergie, c'est déjà une preuve de travail. On est d'accord. C'est une preuve de travail. C'est une preuve de travail. Quand j'ai un lingot d'or, on peut dire que le mec qui l'a sorti a transpiré. Il a vraiment transpiré, donc il a ça. Alors ensuite, tu dis, bah oui, mais maintenant j'ai beaucoup transpiré pour faire ce truc-là, ça sert à rien. Bon. Et effectivement... Si j'empile une tonne de cailloux dans mon jardin, j'ai beaucoup transpiré, mais tout le monde s'en fout. Ça m'a servi à rien. Voilà. On est d'accord. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se produit ? C'est que l'or, c'est la monnaie internationale, ancestrale d'échange, du commerce. Donc, ça veut dire qu'il y avait une nécessité, en fait, dans le développement économique entre les différentes sociétés, entre les villages, entre les régions, de faire du commerce, parce que le commerce enrichit tout le monde. Alors, part de cette nécessité. Tu as une nécessité. Bon, alors si tu traites avec ta voisine ou ton voisin, tu le connais, tu le reverras dans 30 ans, tu connaîtras ses enfants, etc. Tu n'as pas vraiment besoin d'or. Tu peux juste te dire, bon, je te prête ça, puis tu me le rembourseras l'année d'après avec un cochon ou avec autre chose. Donc, en fait, tu fais de la dette. La monnaie, c'est la promesse. La monnaie, c'est la promesse. Et le registre, c'est la mémoire. La mémoire, exactement. Donc, au sein d'un village, tu n'as pas besoin d'or. Pour faire du commerce, tu as juste à être des copains qui se souviennent que je t'ai donné un cochon l'année dernière et que tu leur donnais quelque chose. Donc, c'est simplement une reconnaissance de dette, écrite ou pas, morale, etc. Bon. Par contre, quand tu commences à vouloir traiter ou commercer avec des gens que tu connais pas, il faut que tu te mettes d'accord sur quelque chose. Et donc, ce quelque chose, il y en a eu plein dans l'histoire. Il y a eu plein de quelque chose. Il y a eu des coquillages, il y a eu des trucs. Des pointes de flèches polies. Des pointes de flèches polies. Il y a eu des plumes d'oiseaux. Il y a eu des choses extraordinaires. Il y avait d'ailleurs un musée, au musée de la Monnaie. Il y avait une exposition là-dessus qui était extraordinaire. Je suis sûr qu'à un moment, les mecs, ils payaient en femmes. Enfin, on a dû tout essayer. Oui, voilà. Enfin, il y avait cette exposition qui montrait toutes les formes de monnaie qui venaient de tous les continents. Il y en a qui étaient incroyablement artistiques. Donc, on a essayé à peu près tout. Mais il y en a une qui s'est quand même bien imposée. Pour quelle raison ? J'en sais rien, mais elle s'est imposée comme étant l'or. À partir du moment où l'or s'est imposé comme étant une monnaie d'échange reconnue par tout le monde, elle acquiert une valeur extraordinaire, puisque c'est par essence l'objet avec lequel on va échanger n'importe quoi. Donc, ce que tu disais, c'est la valeur confiance. Donc, dès ce moment-là, l'or devient, ce n'est pas de l'énergie au sens, comme tu disais, physique. On ne peut pas extraire physiquement. On ne peut pas physiquement. l'utiliser en tant qu'énergie, mais en fait, on l'utilise en tant que monnaie. Or, on voit sur longue période, la monnaie, l'énergie et l'or, la monnaie au sens, la monnaie fiduciaire, le papier, elles suivent exactement les mêmes courbes avec des oscillations, mais elles suivent toutes les mêmes porteuses sur long terme. Ça veut dire que la monnaie, c'est du papier, ça c'est la monnaie d'aujourd'hui, par exemple des euros, mais c'est aussi la monnaie d'avant qui a toujours été reconnue comme pouvant être échangée partout, qui est l'or, donc ça c'est la monnaie du passé, et puis c'est aussi la monnaie de l'avenir, c'est de l'énergie, n'importe quelle forme d'énergie. Et comme par hasard, vous regardez le cycle du pétrole sur 150 ans, et puis vous regardez le cycle de la valeur de la monnaie, et le cycle surtout de l'or et du cuivre, même de tout, vous voyez que c'est le même. C'est le même. Donc ça veut dire que fondamentalement,
les métaux, l'or, etc., sont une forme de monnaie. Alors avant d'arriver à pourquoi l'or c'est mieux que le cuivre en tant que monnaie, il y a quand même une brique sur laquelle on discutait, c'est que il y a un aspect coopération à grande échelle qu'on retrouve d'ailleurs à l'échelle de la famille. Si j'ai des parents et j'ai des enfants, mes parents ont beaucoup dépensé de ressources pour moi, donc je suis endetté, j'ai une forme de dette avec mes parents. Et ce qui est alors vraiment très curieux, c'est que la façon dont je vais la rembourser, parce que si on remboursait pas, ce serait déséquilibré et ça se casserait la figure. La façon dont je vais rembourser cette dette, c'est en endettant mes enfants. Donc ça veut dire qu'il y a un côté psychologique, humain, je sais pas comment le qualifier, philosophique ou j'en sais rien, qui fait que on a inscrit dans notre tête qu'une preuve de travail, parce que moi, une fois que je suis grandi, machin, je suis la preuve de travail de mes parents. Et ben cette preuve de travail, elle a de la valeur. On a besoin de se passer de la valeur sans la manipuler directement, sans qu'on ait quelque chose de tangible. C'est fou ça. Alors c'est fou. Encore une fois, moi je pense que c'est la même chose qu'avec l'or, c'est que ça répond à une logique anthropologique, c'est-à-dire que imagine le contraire. Imagine qu'on est créé parce que, je sais pas, on est câblé différemment, nos parents s'occupent beaucoup de nous, et donc nous, on s'occupe beaucoup de nos parents. Et donc on s'occupe plus de nos enfants. Donc on n'a plus d'enfants. Et donc ceux qui ont fait ça, qui ont choisi cette voie-là, ils n'ont pas eu d'enfants, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'il y a une logique d'évolution. Il faut toujours s'occuper de sa descendance pour qu'il y ait une descendance. Sinon, il n'y a pas de descendance, et sinon, une branche s'éteint. Donc en fait, je pense que non seulement les êtres, mais les systèmes sociaux perdurent s'ils ont une certaine forme d'efficacité dans la transmission au cours des âges. Et je pense que ce que tu dis est parfaitement juste, c'est-à-dire que on s'occupe absolument spontanément et naturellement de ses enfants, de façon totalement sacrificielle. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait ne sont plus là pour en parler, tout simplement. Ceux qui ne l'ont pas fait, disons que ça a été plus dur pour se développer. De même que ceux qui n'ont pas accepté l'or pour échanger du commerce, ils n'ont pas fait de commerce lointain, et donc ils ne se sont pas développés. Et donc tout d'un coup, on se rend compte qu'ils sont à un retard de développement par rapport au reste de l'humanité qui est considérable. Et s'ils ne se sont pas développés, ils n'ont pas fait beaucoup d'enfants, etc., etc., etc. Et donc ils deviennent marginaux. Donc il y a une tête connotation un peu darwinienne là-dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant, en ce moment j'ai une fascination pour les Schtroumpfs. Et en réalité, le village des Schtroumpfs, c'est un village sans confiance. Parce qu'en fait, ils ont tous leur petite vie entre eux. Ils n'ont pas d'enfants. Non. Donc ils n'ont pas de dette. Il n'y a qu'une Schtroumpfette, non, je crois, ou plus ou moins. Mais c'est Gargamel qui l'a faite pour foutre la merde. Je crois que c'est Gargamel, la Schtroumpfette. Ah oui, d'accord. Ils ont un chef, mais en fait, c'est très marrant parce que le village des Schtroumpfs ne se développe pas. Ah non. Il n'a aucune espèce de chance de se développer. Puisque... Il n'a pas d'initiative, hein. Il est absolument. C'est un système quasiment. C'est un communisme joyeux. Exactement. Oui, c'est ça. Mais du coup, on voit que ça marche pas puisqu'ils ont disparu. Il n'y en a plus aujourd'hui. Il y en a plus beaucoup. Mais c'est vraiment ce que je veux dire par là, avec cette petite blague, c'est qu'en fait, la valeur de l'or n'est pas dans l'or, mais dans notre nécessité d'avoir un outil de coopération à large échelle. Et du coup, il nous faut un objet, un vecteur qui vectorise ça, enfin qui véhicule ça. Et en réalité, on a porté ça sur l'or. Et en psychologie, puisque ma femme est psychologue, il travaille sur... Il y a tout dans la systémique en psychologie, il y a une branche qui s'intéresse à la dette en psychologie, en fonction des parents, des machins, là. Et ils expliquent ce mécanisme. Et ça, on le retrouve à l'échelle de l'homme. Et en fait, la coopération sans confiance, en prison, c'est la cigarette. Parce que y a pas d'or en prison. Et dans le monde réel, c'est l'or parce que c'est le vecteur sur lequel on s'est mis d'accord. Et il y a eu un consensus humain, global, spontané. Ça a pris 5000 ans, mais voilà. C'est ça. Qui s'est concentré sur l'or. Et on peut regarder avec tes graphiques, et ça c'est super chouette parce que dans une vidéo que j'avais fait pour de la crypto, j'expliquais que l'or, ce vecteur, il faut qu'il soit le plus dépouillé possible pour incarner cette monnaie confiance. Et du coup, la seule chose qui permet de véhiculer une preuve échangeable de long terme, c'est l'énergie. Donc il faut trouver le machin
qui incarne le mieux l'énergie et qui du coup se dépouille de tout le reste. Et j'avais mis dans le script là, que je t'avais envoyé, peut-être l'or, il y a 10% d'énergie industrielle. C'est ça, on est à 10-12%, c'est ce qui est rien, 98%. Et toi, t'as fait des chiffres? Oui, je fais les chiffres. Alors vas-y, montre-nous. Oui, mais c'est toi. Alors ensuite, donc on voit déjà que si on prend, alors là c'était pour parler de la différence entre l'or, l'argent et le cuivre. Bon, parce que les trois ont utilisé sous forme de monnaie. Parce qu'on nous demande souvent pourquoi vous parlez pas de l'argent. Et ben on va vous le dire pourquoi on parle pas de l'argent. Voilà, exactement. Alors j'ai pris les trois, or, argent, cuivre. Il y en a d'autres. On aurait pu en prendre d'autres, mais enfin c'est un petit peu des extrêmes comme ça. Alors déjà l'or, ça demande une énergie folle pour l'extraire. Le cuivre, 400 fois moins, d'accord. Et l'argent c'est au milieu. Bon, ok. Donc en termes d'extraction c'est ça. Alors ensuite en termes d'utilisation, utilisation industrielle de l'or, 12%. Donc en fait, tu peux dire qu'à 90%, en gros, l'or, c'est de la thésaurisation pure, c'est de la monnaie. C'est une preuve de travail à 90%. À 90% et qui est utilisée pour la monnaie. Donc en fait, on n'utilise pas cette or, elle n'a comme fonction que ça, que de thésauriser. Maintenant, tu prends l'argent. Ben, l'argent, c'est pas 12%, c'est 55-60%. Donc l'argent est très utilisé dans les processus industriels. Et quant au cuivre, là, tu es à 85-90%. Industriel. Donc c'est avant tout un machin. C'est avant tout un outil industriel, c'est une matière première industrielle pour fabriquer nos biens de consommation, pour fabriquer nos machines. C'est 10% une preuve de travail et 90% un machin. Voilà, donc si on veut être un peu schématique, on dit il y en a un c'est 10-90%, l'autre c'est 50-50 et le troisième c'est 90-10. Donc on voit bien qu'on en a pris trois qui sont assez marrants. C'est-à-dire qu'ils sont un petit peu, tu vois, dans les un peu aux extrêmes, à la médiane et aux extrêmes des deux fonctions que chacun de ces métaux remplit. Première fonction de thésaurisation, la conservation de la valeur, preuve de travail, échange sous forme monétaire. Bon, première chose. Et deuxième chose, utilisation industrielle. Utilisation pour faire dans l'activité productive, pour fabriquer des biens, etc. Donc deux fonctions quelque part antinomiques. C'est ce que tu dis, antinomiques. C'est bon. Soit tu l'utilises pour faire quelque chose, soit tu le thésaurises. Là, bon. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a présenté comme ça? Parce que dans la façon dont on va les suivre sur les marchés, pour savoir s'il faut acheter de l'or ou du cuivre ou de l'argent, eh ben, leur fonction intrinsèque profonde va avoir des conséquences énormes. Par exemple, ce sont toutes les trois des monnaies, des fonctions de thésaurisation. Donc, elles sont extraordinairement sensibles aux questions monétaires. C'est-à-dire, est-ce que la monnaie papier est bien ou mal rémunérée? Voilà. Est-ce qu'on est en politique keynésienne ou wixellienne? Bon. Mais l'or ne sera sensible qu'à ça. L'or, c'est une monnaie. C'est pour ça que dans nos modèles, on ne regarde que la question des taux d'intérêt sur les principales monnaies du monde et on regarde si ces taux d'intérêt sont suffisants pour rémunérer celui qui met des dépôts monétaires plus que celui qui garde de l'or. C'est tout. C'est donc, on ne regarde que la fonction monétaire de l'or. Parce que pour nous, il n'y a pas d'autre fonction. Et c'est pas les 10%. Oui, voilà, ce qui est bien, justement, c'est qu'il a une fonction clairement identifiée. Parfaitement clairement identifiée, c'est ça. À 10% près. Quoi. Alors, à 10% près. Donc, on oublie le 10% et on aurait 90%. Donc, nous, dans nos suivis, les indicateurs, quand on vous dit c'est le moment d'acheter de l'or ou c'est le moment de sortir de l'or, c'est purement monétaire. Il n'y a rien derrière. On va pas regarder l'inflation, on va pas regarder la croissance, on va pas regarder la liquidité, rien. C'est purement monétaire. C'est purement le prix de la monnaie. Ce n'est que ça qui détermine nos actions. Alors que le cuivre, on pourrait faire pour la croissance, pour l'industrie. Mais exactement. Voilà. Ben bien sûr, c'est tout à fait logique. Donc le cuivre va être sensible au débasement, ce qu'on appelle donc parce que c'est une monnaie un petit peu à ça, mais il va être aussi très sensible à la croissance économique. Puisque s'il y a de la croissance économique, il y a un besoin de production industrielle. Est-ce que aussi la demande est soutenue? Donc la demande est soutenue par exemple par l'abondance de liquidités monétaires. Tous les éléments macroéconomiques, à la fois macro et monétaire, qui favorisent la croissance économique, donc la consommation de cuivre, vous rentrez pour activer le fait que c'est probablement un très bon moment d'acheter ou pas du cuivre. Et c'est ça qu'on suit. Donc par exemple, on ne suivra pas l'or comme le cuivre. L'or, on le suivra uniquement sur les fonctions monétaires. Le cuivre, principalement sur des indicateurs d'activité économique. Et ensuite, quand on fait ça, on se rend compte que depuis en tout cas 30, 40, 50 ans, c'est incroyablement ce que ça marche. C'est-à-dire, si vous voulez acheter du cuivre, il faut que vous ayez à la fois un débasement monétaire, c'est-à-dire que sa fonction monétaire est un peu remplie, et il faut que vous ayez une croissance
une croissance mondiale qui est à plus de 50% des pays. Nous, on est pour l'instant, comme on l'a vu, à 30%, donc on n'est pas complètement dedans. Tu vois, il faudrait un peu que la Chine reparte pour qu'on parte là-dedans. Et puis, la dernière chose qui est alors là encore plus favorable, c'est s'il y a une augmentation de la liquidité qui soutient la demande. Alors là, si vous avez les 3 conditions, là, le cuivre, il monte de 50% par an. C'est-à-dire que c'est juste à fond les ballons. C'est parabolique. Ouais. C'est parabolique. Alors ensuite, si vous enlevez une ou l'autre, il baisse. Il passe de 50% par an à 30% par an, puis à 10% par an. Et puis, si vous arrivez en politique qui n'est plus de débasement sur que les monnaies sont bien payées, ben là, il perd. Il perd 10% par an. Tu vois, par rapport au cash à chaque fois. Donc, tu vois vraiment les étapes qui construisent en fait sa puissance sur le marché. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Donc ça nous permet de différencier l'or et le cuivre. Il y a des moments, c'est plus l'or, des moments, c'est plus le cuivre, un mix des deux un peu. Et alors l'argent là-dedans, parce que tout le monde pose l'argent. Ben l'argent ne nous intéresse pas. Il nous intéresse pas parce que il est au milieu. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni l'un et ni les l'autre. Deux à la fois. Voilà, donc, c'est un petit peu comme, si tu veux, les obligations, ce qu'on appelle les corporate bonds, c'est-à-dire les obligations des entreprises. Moi, c'est un truc que je regarde extrêmement peu. Pourquoi je les regarde peu? Parce que pour moi, les obligations, c'est soit les obligations d'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de crédit. C'est de la monnaie avec un cash. C'est de la monnaie avec un cash, c'est le prix du temps, voilà. c'est le gouvernement. Soit, autant aller dans les actions. Si vous pensez que les entreprises vont bien, allez dans les actions. Alors, vous pouvez prendre aussi des bonds corporate, mais c'est comme si on mettait un peu de l'un et un peu de l'autre. On n'arrive pas à choisir. Voilà. Moi, je préfère les deux produits purs. Je prends les deux produits purs et les combiner comme je souhaite. Ou les minières, c'est un peu ça. On prend le risque entrepreneurial et puis en même temps on veut de l'or. Alors on prend les deux. Un petit peu les deux. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je préfère avoir des trucs purs parce que au moins je sais quels sont les indicateurs qui les suivent. Et ben pour moi, l'argent, c'est ça. C'est-à-dire que si tout d'un coup on a une activité économique très forte, un débasement monétaire, etc., je vais sur le cuivre. Je vais pas sur l'argent, tu vois. Et si on a que la fonction monétaire qui est dessus, alors je vais sur l'or, je vais pas sur l'argent. Donc c'est pour ça que l'argent, bon, ça va marcher hein, comme les autres, plus ou moins. Mais disons que l'argent, c'est un peu un mix des deux, c'est un peu un mélange de cuivre et d'or. Bon, j'espère que les chimistes me pardonneront parce que c'est pas ça. Mais... Économiquement, la chimie, c'est comme ça. Économiquement, voilà, c'est ça. Pas de cuivre actuellement. Pourquoi ? On n'a pas de cuivre parce qu'on est en situation de bust global, c'est-à-dire que la croissance dans les 40 pays qu'on suit, on en a plus de 70% qui sont en situation de ralentissement économique. Donc, pour moi, c'est pas le moment d'acheter du cuivre. Par contre, si la Chine rebondit et que ça fait rebondir tout le monde, vous allez voir que la position qu'on a en or, elle va commencer à se diversifier vers d'autres métaux et surtout vers le cuivre. Ben oui, puisque ce sera là. Mais ce n'est pas encore le cas. Comme on est assez Patience. Patience. Et puis peut-être ça se produira pas. Ouais. Mais j'explique la raison qui pourrait faire que l'on bascule de l'or au cuivre, ou en tout cas en partie, ce serait une accélération de la croissance mondiale. Voilà. Mais l'idée sur l'or, c'est vraiment, je pense qu'il y a une pierre. Et moi, je creuse beaucoup ça avec la crypto parce qu'il y a des liens. Bitcoin, c'est la même chose que de l'or sur de nombreuses dimensions. Des liens conceptuels. Ouais, c'est flagrant. Et ce qui est vraiment faramineux, c'est de voir que l'or... c'est du vieux Bitcoin, quoi. C'est un consensus spontané, mondial, qui est né dans l'être humain. Avec une preuve de travail. Avec une preuve de travail. Et la preuve de travail, c'est transporter de l'énergie passée dans le présent. C'est ça. Et en réalité, on peut dire même que la valeur de l'or, elle est relative. C'est-à-dire que si je possède 1% de la richesse mondiale en or au 15e siècle, et ben si je possède 1%, enfin la même quantité d'or en 23e siècle, j'aurai toujours 1% de la richesse mondiale. Oui, parce que ça reste encore l'étalon de valeur. Oui, mais c'est une folie parce que ça veut dire que j'ai conservé mon pouvoir d'achat dans un monde qui a connu une augmentation de la richesse exponentielle. Oui, mais donc ça veut dire qu'on me reconnaît un titre, un droit de propriété sur l'avenir quelque part. Quand j'ai mon or, et ben si j'ai 1%, et ben l'humanité sera d'accord pour dire que elle me doit 1% de la richesse future. C'est ça. Mais c'est une dinguerie. Comment est-ce que des gens que je ne connais pas, qui ne sont pas nés, qui ne parlent, je n'ai aucun lien avec eux, ils me reconnaissent cette dette? C'est-à-dire, on en revient à la question là, c'est qu'il y a une nécessité. Enfin, une nécessité, appelons ça une nécessité économique pour faire mieux.
qui est d'avoir un étalon de valeur. Voilà. C'est pour ça que la question monétaire est fondamentale en finance. Elle est assez peu traitée. Mais sur quoi, comment mesure-t-on la valeur? L'étalon de valeur est absolument essentiel pour stabiliser les échanges. Il faut savoir que, tiens, si je veux aller traiter avec des gens que je ne connais pas, d'une culture que je ne connais pas, et même j'ai besoin de traducteurs parce que je ne connais pas leur langue, comment va se solder la transaction? Alors, soit elle se solde par du troc, mais on sait que ça ne marche pas. On n'a pas besoin des mêmes choses au même moment, donc il faut qu'elle se solde par quelque chose d'intermédiaire, donc un étalon de valeur. Cet étalon de valeur, voilà, on a choisi que c'était l'or. Ça n'a pas toujours été l'or. Il y a eu plein d'autres tentatives, hein, mais enfin, on est maintenant assez figé sur l'or. Peut-être que le Bitcoin est en train d'essayer de tenter, d'ailleurs. C'est son projet en tout cas. On ne sait pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est... Mais c'est son projet, mais de toute façon, il y a une nécessité pour les transactions. Donc, ça n'est pas surprenant que cette valeur soit représentative de l'échange mondial et donc de la valeur créée au sein de l'humanité. Et d'ailleurs, et ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette monnaie, ce que j'appelle la monnaie confiance, il peut, entre guillemets, ça va tendre vers une unicité de la monnaie confiance parce que dès qu'on trouve mieux, en fait, ça remplit un service. Oui. Le service de coopération avec des inconnus. Oui. C'est un besoin, et ce service, il est rempli. Et une fois qu'on trouve quelque chose de mieux techniquement, c'est assez obvious, quoi. Tout le monde le prend, c'est évident, parce qu'on l'adopte parce que c'est mieux. Et ça, c'est très différent des actions, qui est une promesse sur le futur, parce que le futur, c'est toujours assez compliqué de savoir ce qui va se passer. Oui. Donc on peut se tromper. On prend une voiture, finalement les gens ils prennent l'avion, la voiture ça marche pas. Est-ce qu'on peut dire que du coup, cette monnaie confiance, il suffit d'identifier ce qui est le plus efficace et le plus efficient pour remplir cette fonction, pour savoir ce qui va la remplacer? Là, à ce moment-là, ça serait sûr que c'est le Bitcoin. Alors qu'à mon avis, c'est pas suffisant. Modulo l'adoption, le temps d'adoption. Mais tu te rends bien compte qu'on ne prend pas toujours ce qui est plus efficace et plus efficient dans les systèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que comme tu dis, la confiance, le partage d'une opinion commune a énormément de valeur par rapport à quelque chose. Bon, pourquoi, par exemple, on a fait des moteurs à combustion? On savait déjà faire des moteurs électriques au 19e siècle. Pourquoi? Tu vois, c'est beaucoup plus efficace de faire des moteurs de moteurs électriques en termes de. C'est vraiment plus efficace. Beaucoup plus efficace en termes de rendement. Pourquoi on est parti sur quelque chose qui n'était pas très efficace. Le rendement, il est au niveau de la centrale. Quand tu fais des moteurs électriques, le rendement, il est cramé dans la centrale. Bon, non, parce que oui, enfin, tu peux dire ça, mais bon, Est-ce que c'est vraiment plus efficient l'électrique? Ah oui, c'est beaucoup plus. Enfin, au niveau du moteur, oui. Au niveau du moteur, oui. Alors ensuite, tu peux dire aussi comment tu trouves l'énergie, etc. Parce que l'énergie électrique, il a fallu la produire. Oui. Et la source primaire d'énergie, elle est la même dans les deux cas. Oui. Et du coup, le rendement, il est juste déporté sur la centrale. Ouais, mais à mon avis, c'est beaucoup plus facile de gérer le rendement d'une grosse centrale qui te prend du pétrole et oui, qui te prend qu'au niveau d'un moteur, tu vois. Alors ça, c'est sûr, mais est-ce que le gain d'efficience, il est si important que ça, quoi, entre les deux? Je sais pas. En tout cas, moi, si tu veux, on n'a pas fait des moteurs à combustion parce que pour des raisons d'efficacité. On a fait pour des raisons de lobby. C'est-à-dire que c'était l'industrie du pétrole qui s'est dit, attends, vous rigolez. Voilà, c'est ça. Si on avait, toi, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas toujours l'efficacité la meilleure qui détermine en fait une technologie ou même quand le gap est énorme. Non, mais quand le gap est énorme, voilà, tu dis par exemple le Bitcoin, ça coûte beaucoup moins cher de faire une transaction en Bitcoin que de se balader avec son sac d'or, on est bien d'accord. Ah oui. Bon, donc tu pourrais te dire, regardez, c'est tellement évident que ça coûte moins cher, remplacez-moi tout ça là. Allez, envoyez-moi 15 000 milliards de dollars sur le Bitcoin. Tu vois que ça va peut-être se faire, ça va peut-être pas se faire, ça va dépendre de si les gens y croient, ont peur de ce truc-là qu'ils connaissent pas, au moins de l'or ils le savent. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est une condition qui va tirer vers cette possibilité. Est-ce que c'est une condition nécessaire, en gros? C'est-à-dire que si nécessaire pour essayer de remplacer, est-ce que la condition est suffisante? Ça, on ne sait pas. Et puis, il y a un autre truc, c'est que l'or n'est pas corruptible. C'est-à-dire que l'or, globalement, aujourd'hui, pour en avoir, il faut l'extraire et il est réparti sur toute la surface de la Terre. Donc, l'or qui est chez les Chinois, les Américains ne peuvent pas le hacker en allant chercher l'or discrètement, en faisant un tunnel pour aller miner l'or sous la Chine. Non, ça ne marche pas. Alors que Bitcoin, ça, on l'a démontré il n'y a pas longtemps, il est régulable. Il peut être approprié par des États. Ouais. Donc,
il y a aussi des combats et des différences de nature. Alors après, est-ce que qui va gagner, j'en sais rien. Mais il y a aussi ces différences-là, pas que en efficience, mais peut-être que l'or restera toujours l'or, parce que on sait qu'il ne sera pas hackable tant qu'on n'aura pas trouvé la fusion nucléaire. Voilà, t'as fait une vidéo, je crois que c'est la semaine dernière là-dessus, qui est excellente d'ailleurs, pour montrer qu'on peut imaginer une situation où tu aurais un État, par exemple les États-Unis, qui prendrait possession du réseau Bitcoin. Elle est très bien faite. Ou le G7. Donc elle est très bien faite. Donc tu montres. Ce qui n'est pas possible avec l'or. Ce qui n'est pas possible avec l'or. Voilà. Donc voilà. Donc, et puis, au-delà même de là, tu es en train de revenir sur des questions techniques ou d'efficacité, etc. Mais je crois que même si c'était pas possible, ça ne garantirait pas que ce sera remplacé. Parce que l'évolution psychologique des hommes est extrêmement lente. Oui. Elle est extrêmement lente. Il faut voir qu'on a fait de la physique incroyable depuis 150 ans et on est encore en train de parler, je sais pas, du temps, des longueurs, de tout, comme à l'époque de Newton ou de Galilée. On est encore en train de penser que ça tourne et que nous, on est au centre du monde, en gros. Tu vois ce que je veux dire. La capacité des hommes à intégrer les nouveaux concepts scientifiques ou technologiques réellement, psychologiquement, et c'est beaucoup, beaucoup plus lent que la réalité des progrès technologiques. Donc, il y a la dimension psychologique est gigantesque et avec une inertie gigantesque. Voilà, c'est ça que je pense. Et d'autant que la monnaie, c'est bien une brique, comme on l'a dit, psychologique avant d'être technique. Absolument. Donc, si les gens n'y croient pas parce qu'on est fossilisé dans notre conception de la monnaie confiance, eh ben, ce sera l'or. Voilà. C'est pour ça que je suis pas très inquiet sur l'or à échéance de 20 ou 50 ans. Voilà. En gros, voilà. Ouais, mais c'est vachement intéressant parce que ça ramène bien le débat là où il est. L'or l'or est la dette de tout le monde, et ça, c'est une raison de psychologie humaine. Absolument. Oh, c'est stylé. Merci beaucoup, Didier. Merci à toi. J'en ai.